16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité entrepreneur, coach, mentor et spécialiste dans la loi de l'attraction. Soledad Franco est aussi la fondatrice de casting.fr. Elle vient nous voir pour ses nouvelles conférences intitulées Les Inspirés. Les mardis inspirés également qu'elle développe à Paris. On va parler de tout ça avec notre invité. Un échange suivi bien sûr de mon coup de cœur à 16h05. Amandine Bourgeois, l'occasion comme toujours de découvrir nos invités en direct sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Soledad Franco. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invitée. Alors votre nom va peut-être résonner pour les habitués de cette émission parce que s'il y a une personne qui a écouté la première émission de cette émission, eh bien vous étiez là, c'était François Cluzet et c'était une première chronique que nous avons faite ensemble. Je m'en souviens très très bien, ça remonte à combien d'années ? C'était, on va considérer il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Déjà. Une émission qui nous a porté chance, une émission un peu hors du temps et on a souvent tendance à me dire quelle est ton émission préférée. Comme les auditeurs le savent, j'aime toujours le début. Eh bien, celle-ci reste gravée et donc vous aussi. Ça me fait plaisir ce que vous dites parce que souvent on me dit que je porte chance ou que je suis un booster. Alors vraiment, j'apprécie et j'entends ce que vous dites. Et on va voir que ça se confirme tout au long de cette émission avec vous, Soledad Franco. Alors bien sûr, on va parler de votre actualité, mais puisque c'est l'ADN de cette émission, découvrir ou tenter de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Pour ce faire, je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Femme, uruguayenne, juive. Et juive. On va voir tout ça et on va voir si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission. Et alors le début, toujours le début. Soledad Franco, vous êtes née un 30 décembre à Montevideo en Uruguay. Avec le recul de la vie aujourd'hui, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? J'ai eu une enfance relativement déracinée. Je suis issue de l'immigration sud-américaine. Mes parents étaient réfugiés politiques. Vous connaissez un peu l'histoire de Che Guevara. Donc j'ai grandi avec ma maman qui avait fait le choix de rester en France et de ne pas retourner en Uruguay. Mais j'ai grandi avec ce fantasme de l'Amérique latine et j'ai découvert mon pays quand j'avais 8 ans. Et ça a été pour moi un de mes plus beaux souvenirs. Mais j'avais une enfance, j'ai été élevée par une maman assistante sociale à Lozé, donc une maman très investie auprès des enfants et très ouverte à la culture. J'ai eu une belle enfance entre la France et l'Uruguay, toujours avec ce déracinement. Quand j'allais en Uruguay, je revenais, je me sentais un peu triste parce que j'ai grandi à Ivry-sur-Seine, en Uruguay, on avait des chevaux, des terrains, des bovins, des grandes maisons, des piscines, la plage. Et qu'à Paris, c'était Ivry-sur-Seine et c'était autre chose. Mais c'était le choix de ma mère, qui était une femme libre, qui aimait passionnément son travail à Lozé et qui avait fait ce choix. Et donc, j'ai été élevée seule par ma maman et c'était une enfance qui m'allait bien, mais parfois je souffrais un peu de solitude. C'est vrai que la manière dont vous en parlez, la culture uruguayenne, on la connaît très peu finalement. Comment il est ce pays ? C'est un tout petit pays, 3 millions d'habitants, situé en dessous du Brésil. L'Uruguay et l'Argentine, ce sont 2 pays qui ressemblent un peu à l'Europe. Ce sont tous des gens descendus du bateau. On est tous espagnols. Moi, je m'appelle Franco. On est tous espagnols ou italiens. Et l'Uruguay, c'est 3 millions d'habitants. On est très connus parce qu'on a des super footballeurs. C'est un pays plat. Oui, on a Cavani, on a Forlán. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez un peu le foot, mais c'est pas mal quand on est uruguayenne parce qu'on dit Cavani, j'y connais rien, mais je trouve ça chouette. et voilà, c'est un tout petit pays, c'est un des seuls pays en Amérique latine où il y a une vraie démocratie résistante. C'est un pays stable économiquement et c'est un beau pays, très beau pays, très loin, 17 heures de vol. J'en reviens là, j'y étais en février. Vous êtes toute bronzée, donc je vois que vous y étiez il n'y a pas longtemps d'après vos photos, vous m'en avez un petit peu parlé. On entend donc de la culture, on entend de la résistance, c'est 2 mots très forts que je retiens en tout cas pour le début de cette émission. Mais alors du coup, quel genre de petite fille vous étiez et quelle passion vous avez nourrie très tôt ? Le théâtre.
Le théâtre. J'étais une petite fille extrêmement intimidée. J'avais une maman très forte de caractère qui m'impressionnait beaucoup. Elle avait une audace et elle avait une puissance qui, moi, m'a un peu écrasée. Alors qu'elle était superbe, hein, on prenait la voiture, elle m'a fait découvrir Séville, etc. Mais elle était tellement audacieuse que moi, j'étais très maigre, j'étais un peu chétive. Et quand j'avais 13 ans, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire de cette nénette ? Est-ce que je l'emmène chez le psy ou à des cours de théâtre ? Et là, j'ai découvert le théâtre et l'expression de l'émotion. J'ai fait des rencontres extraordinaires. Ça m'a fait sortir d'Ivry-sur-Seine et j'ai pu exprimer d'autres choses. Et ça m'a ouvert les portes du casting et j'ai commencé une carrière de mannequinage. Et j'ai été... pardon pour ma voix, je suis un peu malade. J'ai commencé une carrière de mannequinage. J'ai joué dans des films, la pub. Et là, un monde s'est ouvert à moi. Donc le théâtre, ça a été un de mes plus beaux souvenirs. Alors ça démarre par le théâtre, mais ce qui est assez incroyable, c'est que la culture, donc on sent que c'est votre passion de par le théâtre, mais à 13 ans, sans rien faire a priori, ça vient à vous. Oui, Noël OF. Vous êtes repéré. Ouais, et comment ça se passe, ça ? J'étais dans une queue de cinéma avec ma maman, encore une fois, ma mère toujours très présente. On était au cinéma Beaubourg. Et Noël Oep, qui à l'époque était une grande photographe, m'interpelle et me propose de passer un casting. Et ma mère m'a autorisée à le faire. On a fait des essais. Et ça a commencé. J'ai fait... plusieurs campagnes avec elle et j'ai vraiment fait des belles campagnes. Puis après, vous savez comment ça se passe, vous rentrez dans une agence et vous tournez dans des clips et hop, vous rentrez dans le truc. Je vous parle d'une autre époque où le casting, c'était un milieu beaucoup plus fermé. C'est pas comme maintenant où le casting est réellement démocratisé. Tout le monde a déjà passé un casting. Moi, je vous parle d'une époque où vraiment, ça fait 37 ans. Donc, c'était vraiment un milieu très fermé. Il y avait 2-3 agences, 2-3 directeurs de casting. C'était pas ouvert à tout le monde. J'ai passé un de mes premiers castings, c'était L'Effronté. Bon, c'est Charlotte Gainsbourg qui l'a eu, mais voilà. Mais voilà, c'était un tout petit milieu et dès qu'on mettait un pied, on connaissait tout le monde. Je me souviens une grande directrice de casting qui s'appelle Gigi Akoka, par exemple. Mais en tout cas, ça a été le hasard, ça a été dans la rue et avec l'autorisation de ma mère, évidemment. C'est vrai que j'ai le souvenir qu'il y avait 2-3 agences comme ça, Bout de Chou, Frimousse pour les enfants. Voilà. Oula, j'ai oublié les noms. Il y en avait vraiment pas beaucoup, c'est vrai. C'était une toute autre époque, Soledad Franco. Par la suite, alors on entend, vous êtes devenu mannequin, vous avez eu la chance par la suite de croiser les plus grands comme Patrick Bruel ou Claude Zidi. Et comment ça s'est passé, ça, Claude Zidi et Patrick Bruel, pour l'anecdote ? Une chance, un casting. Patrick Bruel, je l'ai rencontré sur le tournage de Profil Bas. C'est devenu un ami. Voilà, moi je vivais ça d'une façon. Alors le syndrome de l'imposteur, je peux vous dire que vraiment c'était mon truc. J'ai jamais pensé en faire carrière. J'avais toujours ce souci d'avoir un vrai job. Il y a eu des périodes pendant 2-3 ans où je suis partie à New York, j'ai défilé pour une grande créatrice. Il y a eu des moments où j'ai gagné beaucoup d'argent, où c'était agréable et facile. Donc j'avais des 2-3 ans comme ça, mais je revenais toujours sur terre et j'étais une très bonne commerciale et j'avais ce syndrome de l'imposteur où je me disais c'est pas vraiment fait pour moi. Et malheureusement, j'ai rencontré un professeur de théâtre et c'est pour ça qu'aujourd'hui avec casting.fr, je prends un peu ma revanche. J'ai rencontré un professeur de théâtre qui m'a dit mais des nanas comme toi, il y en a à l'appel, il faut plus de talent, machin. Et j'avais pas assez confiance en moi et j'ai vite arrêté. Je viens de l'époque de Benoît Magimel que je fréquentais, d'Élodie Boucher et toutes ces personnalités qui ont peut-être eu plus de passion ou de courage. Moi, j'avais toujours l'impression que j'étais pas à ma place ou que c'était un coup de chance ou quand est-ce qu'ils vont se rendre compte que c'est... J'avais un problème avec mon image, malheureusement. C'est dommage. Pourtant, ça vous a permis de garder ce rythme de vie jusqu'à vos 30 ans. Où vous avez continué à vivre de ce métier-là. Qu'est-ce que vous êtes bien renseignée, Cyrielle. On essaye, Soledad Franco. Ouais. Et puis vous avez décidé de changer de braquet, comme on dit. Ouais. Et finalement, de rendre quelque part, si je puis dire cela comme ça, aux autres, ce que peut-être on avait fait pour vous. Alors, je vais vous raconter une anecdote de mon histoire privée.
je fais un rêve qui me dit arrête tout. Je pars en Amérique latine en me disant... On est à quelle période ? J'ai 29 ans, quelque chose comme donc ça. Donc par là. Ouais. Et je me dis, j'arrête tout. J'arrête le milieu superficiel, les bling-bling. Je pars en Amérique latine et je contacte une agence. Ce sont des amis, Pavel Alter, qui avait créé Roots Travel, pour lancer des voyages éthiques et dormir chez l'habitant. On essaye, je vais au Brésil, en Argentine. Bon, évidemment, c'est compliqué, il n'y a pas d'argent. Je reviens sur Paris, je doute, est-ce que je pars vivre au Brésil ? Qu'est-ce que je fais ? J'étais vraiment très intuitive et très connectée, comme toujours. Et l'un des délègues de l'agence, Angel, m'appelle en me disant « J'ai un casting pour toi, viens ». Non, je ne veux pas passer ce casting. Viens, je te dis, me plante pas, ils t'ont vu, ils veulent te rencontrer. Écoute, j'ai pas envie, j'arrête tout ça, ce milieu superficiel. Il insiste, il me dit « Tu devrais pas me planter comme ça, c'est pas sympa avec tout le travail que je t'ai toujours donné. » Je dis « Écoute, je viens, mais clic-clac, Kodak, 2 minutes. » Et j'y vais. Et qui je rencontre ? Michael Fox, mon futur époux. Et ce jour-là, c'était mon dernier casting. Et ça a été une nouvelle aventure avec Michael, qui avait créé le magazine Casting et à qui j'ai proposé de créer le site internet casting.fr il y a maintenant 20 ans. 20 ans. Ouais. Il a créé ce casting, donc votre mari, comme quoi il y a un destin, il n'y a pas de hasard, en 92. Et puis vous, quelques années plus tard, en 2004, vous avez décidé lors de votre rencontre qu'il fallait faire bouger quand même un peu cette chose statique avec l'arrivée d'Internet. Donc vous développez casting.fr très naturellement en ayant cette idée-là. Et là, on dit les choses clairement. Casting.fr connaît un essor incroyable. Tout le monde en parle. Tout le monde veut être dans Casting.fr parce que non seulement c'est une base de données pour vous, pour les réalisateurs, les agences, mais aussi pour les acteurs, les comédiens qui ont envie de se faire connaître. On crée une page. Comment ça se passe ? Puisque aujourd'hui, Casting.fr existe encore avec plus d'1,5 million d'abonnés. Exactement. Et Casting.fr, ça a été vraiment au moment où Internet est arrivé, où le magazine commençait à moins bien fonctionner. Et je me suis dit, on va donner l'opportunité aux jeunes artistes de recevoir des conseils et surtout toutes les clés pour se lancer, mais des vraies clés, parce que c'est des métiers, c'est un métier, on va pas commencer à parler de ça, mais si on veut devenir chanteur, danseur ou comédien, il y a des outils à connaître, à avoir, il y a des formations à faire, et c'est comme ça qu'on a lancé Kev Adams pourrait vous raconter comment il a participé à une première scène ouverte avec les frères Smadja dans une pizzeria. C'était vraiment une blagounette où on avait fait ça pour animer le... C'était avec Emmanuel Smadja et son frère, je connais très bien, qui habite David. En Israël et ils travaillent toujours ensemble. Ils avaient ouvert une pizzeria. On s'est dit, mais comment on peut faire pour booster un peu la pizzeria ? Tiens, on va faire une scène d'humour. Quelle bonne idée. Mais je vous parle de ça où vraiment, à l'époque, ça se faisait pas, quoi. Il y avait le Changeman Comedy Club avec la maman d'Aurélien Vic. Mais voilà, c'était une autre époque. Ça y est, je parle comme une vieille, mince. Mais c'était une autre époque où, c'était le commencement. Il y avait la télé-réalité, c'était ses débuts. C'était pas comme aujourd'hui où tout le monde fait du casting et voilà. Mais Casting.fr, c'était vraiment l'opportunité aux artistes de se faire connaître, aux directeurs de casting, et puis surtout, j'ai apporté mon réseau. Un réseau, donner l'opportunité à des directeurs de casting de découvrir des talents. Donc, j'ai vraiment réussi à professionnaliser le site. Mais il faut dire aussi, alors vous avez parlé d'Aurélien Vic, on va en parler dans un instant, mais dire aussi que je pense que Casting.fr a aussi donné la chance à des jeunes et des moins jeunes qui n'étaient pas forcément parisiens, à l'heure où le casting est très souvent sur Paris. Ouais. Exactement. Donc là, on pouvait être de n'importe où. C'était une porte ouverte sur un monde. Ouais. Et je l'ai créé en Espagne, je l'ai lancé en Italie, au Portugal, en Argentine. Bon, en Uruguay, ça n'a pas marché. Mais j'ai essayé. Sait-on jamais. Voilà. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a démocratisé le casting. C'est ça qui me... Alors, encore plus après le Covid, parce que vous savez, maintenant, on fait ce qu'on appelle la self-tape. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire des castings. Alors ça, c'est plus compliqué et douloureux pour les artistes. Et je trouve ça... Moi, je suis pas très pour. Mais bon, à distance, on peut faire du casting. On se filme soi-même et on envoie la self-tape au directeur de casting. C'est dur comme exercice. Oui. Mais le casting, alors là, il est full démocratisé.
C'est vrai, on m'en parle de plus en plus souvent. J'ai d'ailleurs moi-même filmé une vidéo pour quelqu'un que je connais et je sais qu'on s'y est repris il y a je ne sais combien de fois. C'est très compliqué. Parce que c'est pas évident de se vendre sur une vidéo très rapidement comme ça. De savoir se filmer avec la bonne lumière, le côté droit, le côté gauche, c'est très compliqué. Aujourd'hui, Soledad Franco, vous avez lancé des carrières, vous avez même accompagné, transmis à des artistes comme Leila Bekti, Kev Adams ou encore Zaz. Et je crois qu'il y a une anecdote avec Zaz. Alors Zaz, c'était une anecdote avec un monsieur qui est un chanteur qui avait une sorte de dépression. Il s'est dit, écoute, j'arriverai jamais à être chanteur, j'ai 60 000 €, je vais produire une artiste. Je lui ai dit, écoute, dragueur comme tu es, je vais m'occuper de ton casting. Et parmi les 6 candidates, il y avait Zaz. Et c'est comme ça que l'histoire a démarré. A démarré pour elle. Vous développez donc aujourd'hui, en parallèle de tout cela, un podcast qui s'intitule Casting Call. Vous recevez de nombreux artistes, un petit peu comme nous sommes en train de le faire ensemble, Soledad Franco. Des artistes de tout secteur pour évoquer non seulement leur parcours, mais les coacher aussi en parallèle. Et puis le coaching, on va en parler dans un instant. Mais à l'heure où l'on continue de faire vivre ce fameux mouvement MeToo, j'avais envie de vous questionner un petit peu là-dessus. Un autre mouvement s'exclave en ce moment, c'est celui des hommes, avec notamment la libération de la parole inscrite par le mouvement MeToo Garçon, lancé par l'acteur Aurélien Vic, dont vous avez parlé il y a quelques secondes, et qui commence à libérer d'autres paroles, comme Valentin Senez la semaine dernière, ou il y a quelques jours, écrivain, ancien acteur, qui témoigne notamment du viol et des agressions sexuelles qu'il a subies de la part d'un agent du cinéma. Est-ce que les personnes que vous voyez dans ce casting call, par exemple, ou même ceux que vous avez côtoyés depuis tant d'années, vous en ont parlé, vous en parlent aujourd'hui plus qu'avant, et quel est votre regard ? Alors tout d'abord, casting call, pour moi, c'est un podcast qui me passionne. L'intention, c'était de donner des clés à travers des témoignages. Et ce dont je me rends compte, c'est comment la petite enfance et l'éducation des parents déterminent la carrière. Nous sommes d'accord. Et c'est absolument divin et merveilleux que de découvrir à travers des témoignages comme Clément Miseré, producteur de cinéma, ou alors, il y en a tellement, Anthony Delon, enfin, tout est déterminé à la jeune enfance. Concernant le mouvement MeToo Garçon, si vous écoutez le podcast de Gwendal Marimoutou, il va vous raconter comment il a été abusé, violé par son professeur. Stéphane Gaillard, qui est le seul directeur de casting qui soutient MeToo Garçon, est devenu un ami. On travaille beaucoup ensemble. Oui, c'est un phénomène réel. Il y a un problème en France, un réel problème. Moi-même, j'ai eu sur mon site internet une personne relativement célèbre qui s'est attaquée à... Alors, il n'avait pas diffusé une annonce de casting, il s'était introduit comme artiste. Il a donné des rendez-vous et... Il a eu un comportement déplacé. Je fais attention à ce que je dis parce que c'est quelqu'un qui est très connu, qui a ensuite été inquiété. La police m'avait convoqué, on avait tout retrouvé et c'est quelqu'un qui est encore à l'antenne. Je ne sais pas pourquoi il y a une omerta. Alors j'ai l'impression que ça change. Vous savez, moi je suis très connectée. L'année 8, l'année du dragon, tout va se transformer. Il y aura que le bien qui va rester, j'espère. Mais en tout cas, il y a une sorte d'omerta, mais comme il y a une omerta dans la pédocriminalité qui me touche tant et dont Andrea Bescon parle si bien, alors il ne faut pas effrayer les artistes, il faut faire très attention. Il y a des gens, des directeurs de casting très bienveillants, mais il faut évidemment faire attention. Dès lors qu'il y a du pouvoir, Cyrielle, il y a des déviances. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Est-ce que les artistes, vous trouvez qu'ils parlent davantage aujourd'hui qu'avant dans les petits milieux ? Absolument, bien sûr. Ça, c'est une vraie observation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, le grand public, on le sait, mais est-ce qu'en interne, ça se disait déjà avant ? Ou alors, les femmes, comme Judith Godrèche, qui en a beaucoup parlé ces derniers temps, est-ce que vraiment, on ne le disait pas du tout ? On était habitués à ça. Moi, en tant que femme, combien de fois j'ai eu des propos déplacés, des mains déplacées. On était habitués à ça. Vraiment habitués à ça. Ça faisait partie du jeu.
Est-ce qu'on se disait, si je veux être connue, je sais que ça va arriver? Ou est-ce que quand ça arrivait, on se disait, si je veux que ça marche, je ne dois rien dire? Alors, la promotion canapé, cette phrase, vous la connaissez tous. Ça existe depuis longtemps, ça existe mais certaines depuis sont toujours. d'accord. Ah, c'est compliqué, Cyrielle, comme sujet. Ça a toujours existé. Aujourd'hui, on en parle. Je pense qu'il y avait quelque chose de très malsain. Il y avait comme un accord. Mais vous savez, cette fameuse emprise, c'est compliqué. On ne peut pas juger. Vous savez, c'est insidieux. C'est comme Gwendal, ce professeur, dans le podcast, comment il vous raconte. Ça vient doucement. C'est terrible. Aurélien, pareil, son agent. C'est ce qu'on appelle l'emprise, Cyrielle. C'est l'emprise. C'est très difficile de s'en sortir. Pour répondre à votre question, aujourd'hui, on apprend que ce n'est pas tolérable, que c'est interdit et que c'est mal. Donc on apprend à le dire, à en parler. Judith Godrèche a eu un immense courage. Vous imaginez ? Elle s'est quand même attaquée à un des grands réalisateurs. Et puis vous savez, le cinéma, c'est pas un milieu très gentil, le cinéma. C'est pas un milieu, on fait attention. Polanski, etc. C'est des milieux très intello. Vous savez, l'intellectualisme comme ça. Mais c'est le même sujet qu'avec la pédocriminalité. C'est marrant que vous parliez de la pédocriminalité parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message il n'y a pas si longtemps et qui me proposait ce sujet. Et malheureusement, je me suis retrouvée dans l'embarras de lui dire « ce n'est pas mes sujets ». Et donc la personne me dit « mais je ne comprends pas, personne ne veut de ce sujet ». Donc en effet, on sent qu'il y a un blocage. En l'occurrence, c'est vraiment pas mon sujet, mais il y a visiblement une fermeture avec 4 enfants victimes par école. Moi, les sujets de l'enfance, c'est mon truc. 4 enfants victimes par classe, pardon, pas par école, par classe. Et ça s'entend de plus en plus. Andrea Bescon a réalisé Les Chatouilles, la pièce de théâtre. Il y a plusieurs associations. De nombreuses célébrités en parlent. Récemment, Emmanuel Béard. L'Aigle Noir de Barbara, c'est le sujet de sa chanson. L'Aigle Noir, c'était son père. C'est un phénomène de société aussi dont il faut parler. Après, c'est dérangeant. Moi, je suis très, très active dans une association. Le seul qui a accepté d'être parrain, c'est Cyril Hanouna. Alors après, le pauvre, il a pas continué, mais j'ai vraiment contacté toutes les célébrités. C'est pas assez glamour, c'est touchy d'en parler. C'est Boyer, Laurent Boyer, oui, bravo, qui s'en occupe, les papillons. Ouais. Mais Cyril, elle est épatée. Je connais très bien. Parce qu'il y en a plein des associations. Ouais. Mais je me suis doutée parce qu'à un moment donné... Alors, je suis aussi, je soutiens l'association Carl, je soutiens évidemment, je suis très... mais oui, c'est lui, bravo. Vous l'embrasserez très fort pour moi. On va continuer à parler de tout cela avec vous et notamment des enfants puisqu'on voit l'importance que cela a pour vous. Restez avec nous, on continue cette émission avec Soledad Franco, la fondatrice de Casting.fr. On parlera de ses conférences, les inspirés, les mardis inspirés qu'elle développe à Paris. Mais tout de suite, mes chroniqueurs nous rejoignent. Mais avant, le rappel des titres sur Radio J. – 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, le rappel des titres avec Ethanie Beleich. Sur le front nord, un drone du Hezbollah s'est écrasé à proximité de la ville de Metula sans faire de blessés. Plus tôt dans la journée, Tsahal a éliminé 2 membres du groupe terroriste dans la ville libanaise de Khoula au cours d'opérations anti-israéliennes. Une attaque au couteau a fait 1 blessé dans le nord-est de Jérusalem, dans le quartier de Neve Yaakov. Un sexagénaire modérément blessé. L'assaillant, un Palestinien de 14 ans, a été arrêté. Les discussions continuent au Caire, en Égypte, entre les médiateurs internationaux et le Hamas pour parvenir à une trêve dans la bande de Gaza. Hier, le président américain Joe Biden exhortait le Hamas à accepter un cessez-le-feu. Fin d'aventure pour Nikki Haley, la dernière rivale de Donald Trump pour l'investiture républicaine. Balayée hier lors de nouvelles primaires, doit annoncer le retrait de sa candidature d'ici une trentaine de minutes, selon la presse américaine. Le ministre de l'économie
économie, Bruno Le Maire est attendu devant la commission des finances de l'Assemblée nationale pour une audition qui promet d'être mouvementée après l'annonce d'un plan de 10 milliards d'économies. Enfin, la préparation de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques va entraîner une grande galère en matière de circulation à Paris, et ce dès le 1er juillet. Déclaration du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, ce matin. Laurent Nunez qui s'est tout de même voulu rassurant en promettant de relever le défi sécuritaire représenté par l'événement qui doit débuter dans un peu plus de 4 mois, le 26 juillet prochain. Et merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Soledad Franco et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Cette semaine, notre dossier spécial, les égarés du cessez-le-feu. Comment, de la Maison-Blanche au monde de la culture, la rengaine pour l'arrêt des combats dans la bande de Gaza adopte en fait le narratif du Hamas. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Soledad Franco, fondatrice de casting.fr et pour ses conférences Les Inspirés et pour les Mardis Inspirés qu'elle développe à Paris. On en parle dans un instant, mais en parallèle de tout ce que l'on s'est dit, Soledad Franco, il y a un instant, avec votre mari, vous êtes propriétaire du Salon des Miroirs qui permet notamment de nombreux castings comme ceux de The Voice Kids, accompagné bien sûr par Bruno Berberès, le casteur des stars de la place de Paris et qui est en parallèle votre ami. Mais vous détenez aussi les Bains du Marais depuis 7 ans que vous tendez à développer aujourd'hui, notamment pour son côté bien-être. Et on a parlé des enfants, la passerelle est toute trouvée puisque vous avez créé la carte parents-enfants. Avec quel objectif ? Créer du lien d'attachement différent et nouveau. Moi, je suis devenue maman tard, à 42 ans et à 47 ans. Et quand je suis devenue maman, chaque fois que j'allais chez le coiffeur ou j'allais faire une manicure, je culpabilisais parce que je me disais que ce temps, je ferais mieux d'être avec mon enfant. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer une carte parent-enfant qui fonctionne très très bien. C'est à partir de 3 ans. Et c'est surtout un peu plus sérieusement parce que mes plus beaux souvenirs de beauté, ma première épilation, c'était ma tante en Uruguay justement. Et il me semble que c'est des premiers souvenirs importants et que ça ne s'adresse pas que aux petites filles. Je reçois de nombreux petits garçons de 9 ans, 6 ans qui sont par exemple accros aux écrans et leur maman me dit qu'on leur apprend à se détendre, à découvrir ce que c'est que son corps et prendre conscience de ce que c'est que le bien-être et tisser un lien différent. J'ai une cabine triple où maman, papa et l'enfant peuvent se faire masser en même temps. Et je vous assure que c'est des moments précieux. Et apprendre aux enfants à prendre conscience du ressenti, du massage, c'est de l'amour, c'est de la bienveillance et c'est apprendre à considérer et respecter son corps justement, apprendre à l'estime de soi. Et oui, parce qu'on le découvre souvent bien plus tard, à l'adolescence, on nous offre un cadeau pour un anniversaire, souvent ça démarre comme ça, mais c'est vrai que l'approche beaucoup plus tôt est tout à fait intéressante, surtout, on vous entend parler, on est tenté de se dire on a envie de faire les ongles avec sa fille à un moment donné, mais il y a d'autres choses aussi. Et en parallèle, encore une fois, vous avez eu envie d'aller encore plus loin et de développer un lieu plus holistique. Comment on peut expliquer ça à nos auditeurs ? Alors, moi, le bien-être m'intéresse plus que la beauté. Ce qui m'intéresse, c'est la santé mentale et la santé, vous savez, ce qu'on appelle la beauté intégrative. Le corps, l'esprit et la nutrition. J'ai voulu que les Bains du Marais soient un lieu où on va
le fameux rebirth, le reset. Alors, hammam gommage, c'est pour se détoxifier, la renaissance. Et après, j'ai des massages, par exemple, pour les femmes en PMA, le baby soon. J'ai le rebirth qui va être, c'est sur le principe du Reiki. Mon intention, c'est d'éveiller l'intuition et le bien-être, mais réellement profond, la santé globale. Donc, quand je dis que c'est une manière holistique d'appréhender le bien-être, c'est que j'ai imaginé des escales et des parcours profonds d'accompagnement aussi individuel avec du coaching et je fais des ateliers. Et c'est comme ça que j'ai créé les Mardis Inspirés. Parce que souvent on m'a dit mais comment tu fais personnellement, j'aime la vie. Je suis très positive. J'ai toujours lu des choses comme La force est en vous de Louise Hay, Le secret de Rhonda. C'est la base, hein, c'est rien de très. Après, je me suis formée dans l'école, une formation qui s'appelle Évolution et Perspective, que je crois Annabelle connaît. Et il me semble qu'il y a des principes de vie plutôt simples quand on découvre ses ressources, ses talents, sa ligne de vie. Vous savez le nombre de femmes que je reçois et qui viennent me dire je viens pour ma santé mentale. On est quand même dans une société ultra violente. On a quand même des informations ultra violentes. On vit, si on habite à Paris ou même dans une grande ville autre que Paris, c'est quand même un quotidien ultra violent. Les enfants, moi je vois ma fille, elle a 8 ans, elle a une maturité mais déconcertante. Nous, à notre époque, on connaissait l'univers de nos parents, le bout de la rue, c'était l'école et là où nous emmènent nos enfants. Aujourd'hui, les gamins, ils sont quand même dans une société qui leur oblige à être ultra informés et matures. Alors, moi, je préconise toujours un peu de gentillesse, de bienveillance. Ça paraît con, mais pour moi, c'est une des valeurs les plus fondamentales. Et mon truc à moi, c'est le lien d'attachement, réellement, entre les hommes, les femmes, les liens intergénérationnels. Est-ce que vous diriez, à la vue de votre parcours, que c'est un cheminement logique ? Absolument. Ouais, il m'a fallu du temps. J'ai 50 ans, je crois que vous l'avez compris, et ça a été un long parcours. Ça a été un long parcours. C'est une histoire de vie et ma formation justement, je voulais être coach pour accompagner plein de femmes en désœuvrées, en PMA. Mais je crois qu'en fait, juste la PMA, par exemple, c'est une façon d'appréhender les choses, c'est-à-dire l'acceptation de soi. Mais c'est très compliqué. C'est des sujets qui me passionnent. Mais l'estime de soi, la différence de la confiance en soi et souvent, on me dit, mais comment tu fais ? Donc, j'ai voulu transmettre davantage. Chez casting.fr, je permets aux gens de réaliser leur rêve, qui est celui de devenir un artiste. Au Bain du Marais, j'essaye de leur faire prendre conscience de leur identité, révéler leur véritable nature et d'être inspirés dans l'amour de soi et préserver leur santé. Et la carte parent-enfant, c'est vraiment cette préoccupation que j'ai de la petite enfance, qui est celle que ma mère avait. Alors moi, j'ai toujours ce côté un peu plus... Je suis pas assistante sociale, mais la dernière fois, j'ai une femme qui rentre avec un kangourou et son bébé dans son kangourou. Et elle me dit, est-ce qu'ici vous acceptez des poussettes ? Parce que vous savez qu'à Paris, si vous rentrez dans un restaurant avec une poussette, on va vous donner la pire table. Et moi, j'ai dit à cette nana, je vous donne la meilleure table. Ici, on est kids friendly. Accepter une poussette, accueillir une jeune maman, c'est le b.a.-ba du savoir bien vivre. Et je comprends pas comment dans notre société, on ne valorise pas davantage les personnes âgées, on ne valorise pas davantage les jeunes mamans, tout ce qui semble un peu faible, alors que c'est pas de la faiblesse, pas du tout. Aujourd'hui, Soledad Franco, vous êtes allée encore plus loin, puisque vous venez nous le dire, vous créez une sorte de conférence, on peut dire ça comme ça, un format qui s'appelle Les Inspirés, mais aussi des rendez-vous les mardis inspirés. Parlez-nous de ces 2 programmes. Au mois de septembre, j'ai eu envie de partager toutes mes connaissances et les personnes qui m'entourent. Moi, j'aime bien les hypnothérapeutes. Il y a un bouquin là que je vous conseille d'Elie Smila. J'ai oublié son nom. Ne lisez pas ce livre, il va changer votre vie. Enfin, j'aime la lithothérapie, j'aime les hypnotiseurs, les magnétiseurs. Et je crois qu'il y a une démarche holistique intéressante. Il y a un éveil spirituel. Alors, faut faire attention, parce que des fois, moi, sur Instagram, je me dis, mais au secours, tous ces coachs qui disent beaucoup, faut faire attention aux chamans, etc. Mais je crois qu'il y a un éveil spirituel qui est tout simple. C'est s'écouter, être en relation avec la nature et retourner vers des choses un peu plus
essentiel. J'ai l'impression qu'il y a un changement aussi, le retour de la normalité, moins de chirurgie esthétique, valoriser la nature. Mais vous savez ce que vous êtes en train de nous dire qui peut surprendre certainement certains auditeurs? Eh bien, des grands médecins nous en parlent. C'est ce qu'on appelle la médecine alternative et davantage et de plus en plus souvent, notamment dans les cas de graves, comme les cas de cancer notamment, où on dit qu'il faut passer par ces méthodes-là justement, que ça aide à apaiser, notamment post-traitement. Et même pendant le traitement, alors on ne dit pas que ça va changer du tout, ni que c'est que ça remplace la médecine, mais ce sont des possibilités pour justement améliorer. Alors vous venez de le dire, beaucoup de spécialistes vous accompagnent dans ces mardis inspirés, mais aussi dans ces conférences que vous développez en workshop, dans des coachings d'entreprise, séminaires pour l'éveil, la transformation, etc. Mais ce mardi, il est totalement ouvert au public. Je suis venue, c'est pour cela que je me suis dit il fallait absolument qu'on fasse découvrir à nos auditeurs. Il y a plusieurs intentions qu'on a tout à fait compris, avec un positionnement très clair. Mais il y a plusieurs thèmes, vous le développez tous les mardis dans des endroits différents qui vous appartiennent. Il y a plusieurs mardis à annoncer, dites-nous. Alors en fait, c'est une fois par mois en fait. Là j'ai réduit parce que c'est beaucoup de travail quand même. Et en fait, si vous écoutez mon podcast, en fait moi je parle d'énergéticiens, mais il y a des médiums aussi. Je fais toujours très attention en parlant de ça parce que on y croit, on n'y croit pas. Chacun son avis. Chacun a son avis, mais les énergéticiens et les médiums sont de plus en plus appelés en milieu hospitalier. Et ce qui est très intéressant dans ces mardis inspirés, alors ça peut être un mardi inspiré sur l'éveil de l'abondance, ça peut être un mardi inspiré justement pour préserver sa santé mentale avec des clés. C'est toujours mon truc à moi, c'est toujours les clés, les secrets pour améliorer sa santé, lever les obstacles, les peurs, etc. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai reçu des femmes comme Sandrine Carrière, je la nomme parce que elle m'a boosté, elle m'a donné beaucoup de courage, qui travaille dans des centres de biologie, des centres de biologie spécialisés dans la PMA. Je pense à Claire, qui est responsable à l'hôpital Saint-Louis, c'est-à-dire que effectivement le milieu hospitalier s'intéresse de plus en plus pour accompagner les malades dans leur parcours. C'est fondamental. Je pense qu'on a deux personnes à côté de nous à qui cela parle. On verra cela dans un instant avec Sandy Boulanger et Annabelle Guiraud qui a suivi le même programme que vous. En tout cas, je vais annoncer les prochains thèmes pour les prochaines semaines qui se suivent pour le coup, en tout cas pour le mois de mars. On verra pour le mois d'avril. Le 8 mars, il y a Moi d'abord. Voilà. Le 11 mars, il y a Éveiller votre intuition et trouver des réponses grâce à l'énergie. Le 20 mars, donc Magical Morning, le secret. Voilà. Le secret du matin, voilà. Et le 3 avril, Mind Body Glow. Les mardis inspirés, ça se déroule le matin, la journée ou le soir. C'est important de le préciser. Vous m'épatez. Écoutez, j'ai travaillé. Mais c'est tout. J'ai travaillé. Et c'est soit au Bain du Marais, soit le Salon des Miroirs, soit chez Paillettes, qui se trouve dans les Bains du Marais, mais dans le restaurant des Bains du Marais, que j'aime beaucoup. C'est payant, mais c'est pas non plus mirobolant. 37 ou 49 €, voilà, pour, selon l'événement. Et toutes les infos, on les retrouve où, Soledad Franco? Sur ma page Insta. J'ai pas encore développé sur la page Insta des Bains du Marais et ma page Insta. Voilà, les Bains du Marais et la page Instagram de Soledad Franco. Dans cette partie d'émission, on va s'intéresser désormais à toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et Christophe Barbier nous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, vive à notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Bonjour Christophe. Un homme, sa fille, une tasse de thé. Elle se tait, il parle, il veut qu'elle boive son thé, car cela lui fera du bien. Et puis, elle doit lui obéir. Et puis c'est comme ça. Et elle ne sortira pas de la pièce sans avoir bu. Elle ne boit pas, elle se tait, il la tue. La première partie de Maison d'arrêt d'Edward Bond, un auteur qui vient de disparaître hier, Cyrielle. Cette première partie est l'un des textes les plus violents du théâtre contemporain. En 1993, au Théâtre de la Colline, Didier Sandre porta ce long monologue jusqu'à une parfaite incandescence. Edward Bond est sans doute l'un des auteurs les plus importants du siècle passé, de ces décennies enfantées par la Seconde Guerre mondiale et roulées jusqu'à nous comme des rochers dans un éboulis. Les textes de ce dramaturge britannique juxtaposent des réalités sans les enchasser dans une thèse. Il se passe des choses dans les pièces, mais il se noue peu d'histoires. Même le langage ne semble pas un enjeu, seulement un instrument.
Les contemporains de Bond se trouvent donc confrontés à un dilemme quand ils le portent en scène. Soit ils restituent la pièce de plein pied et s'enlisent dans un réalisme pauvre, soit ils la pensent, ils la théorisent, ils la déplacent et ils peuvent s'égarer. Edward Bond puise dans les souffrances la matière de ses tableaux. Souffrance sociale du déclin industriel, souffrance plus crue encore de la guerre. Sa trilogie agonistique, pièce de guerre, est sans doute le plus parfait précipité bondien. Sans lyrisme, sans embrasement, il raconte les conflits dans toute la désolation de leur banalité. Il ne se passe rien d'extraordinaire dans ces guerres civiles et le tragique cède au quotidien la responsabilité de l'horreur. L'ennui lui-même, qui sourd de la psalmodie des faits, devient une forme de cruauté. Il n'est même pas spectaculaire de tuer et de crever. Ce fut écrit après la guerre en Bosnie, ça serait aussi valable pour la guerre en Ukraine. La justice et la vérité obsèdent, selon ses dires, la quête d'Edward Bond, d'où son intérêt pour la prison. La prison qui est à la fois la preuve de l'échec du système, puisqu'il faut enfermer les déviants, et le système lui-même. Sans artifice possible, dépouillée des oripeaux de l'hypocrisie sociale, la vie est on ne peut plus réelle, crue derrière les barreaux. Grâce à des traducteurs habiles et éclairés, comme Jérôme Hankins, Edward Bond fut abondamment joué et très apprécié dans le théâtre public français. Sa spéléologie de l'humanité nous convient. L'autre combat de Bond est la lutte de l'imagination. Il est curieux qu'un auteur aussi prosaïque, aussi arrimé au palier de l'existence, place l'imagination au centre de l'écriture. Une imagination assez forte pour penser, non pas du crédible, comme dans le théâtre conventionnel, mais du vrai. L'intransigeance, presque l'intégrisme de Bond l'a éloigné des institutions théâtrales britanniques. Au fur et à mesure que sa théorie s'approfondit, son territoire diminue. Le voici bientôt résumé à ses Big Brahms Plays, des pièces pour adolescents et élèves d'école de théâtre. Extinction lente et attentive de ce dramaturge marqué à vie par les bombardements subis de 5 à 11 ans. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il était né en 1934. Le XXe siècle s'éloigne et jette sa pénombre sur cet homme et sur son œuvre. Mais un jour, on réalisera qu'il y eut un grand témoin lucide de cet effondrement de l'humain dans l'horreur. Un grand témoin dont le nom est Bond, Edward Bond. J'allais le dire, à défaut de James. Merci beaucoup pour cette très belle hommage, Christophe Barbier. Tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Annabelle Guéraud. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Soledad. Bonjour. Dans cette chronique, on va entrer dans votre univers culturel et parler d'artistes que vous appréciez. On va commencer en musique et faire honneur à vos racines latines avec une chanson hispanique qui fait partie intégrante de votre playlist du moment. Il s'agit de Si no estás, d'Iñigo Quintero. Ah Extrait. là là, je l'adore. Mais elle a le vent en poupe cette chanson en ce moment, non? Oui, nous sommes. Alors, elle a le vent en poupe et en fait, elle existe depuis 2022. Oui, c'est pour ça que je me dis, je l'aime beaucoup, je la connais. Mais en effet, on la connaît, nous, cette chanson. On la Et connaît. en France, voilà, ça fait quelques semaines qu'on est accro. Alors, je vous raconte tout ça. Flashback, nous sommes en septembre 2022, quand l'artiste de 21 ans, Iñigo Quintero, se fait connaître grâce à sa chanson Si no estás. Si tu n'es pas en français. En quelques semaines, il devient une star en Espagne. Dans la foulée, ce titre va devenir un hit international grâce aux réseaux sociaux et plateformes de musique en ligne. C'est ce que l'on appelle un succès organique. Des chiffres ? Plus de 542 millions d'écoutes Spotify à ce jour. C'est énormissime. Oui, et le premier espagnol à atteindre la première place du classement mondial sur cette plateforme. Alors pourquoi ça marche ? C'est une mélodie sur des notes de piano qui nous embarque dès les premières secondes. On se sent touché par l'histoire de l'interprète qui nous raconte la souffrance et les difficultés rencontrées suite à la séparation qu'on imagine éternelle avec une personne aimée. Si no estás, une chanson qui traite de la quête de soi à travers la spiritualité et la foi. Et pour vous, Soledad, quel est votre guide spirituel ? La religion, l'amour, l'introspection ? Waouh, alors déjà j'adore votre explication de cette chanson parce qu'elle me touche, vous ne pouvez pas savoir. Mon guide spirituel, c'est l'amour en la vie. Ça paraît stupide, mais j'aime tellement, j'ai toujours des envies. Et quand on a des envies, c'est qu'on est en vie. J'aime les mélodies, j'aime les rencontres, j'aime les enfants, j'aime le partage. Et j'aime voir les gens se développer. Et j'aime partager ça. Donc c'est l'amour en la vie, voilà.
Et on continue en musique et on part cette fois-ci en Israël avec Eyal Golan. Oui, Eyal Golan, chanteur israélien qui a repris sous un format modernisant la chanson fraternelle I'm Israel Chai, 13 jours après les attentats du 7 octobre. I'm Israel Chai, c'est aussi une chanson que vous écoutez non-stop, je crois. Alors écoutons ensemble un extrait. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי. Depuis octobre 2023, depuis la guerre glaive de fer, les Israéliens chantent Am Israel Chai. La chanson est partout, sur toutes les ondes radio, dans la rue, les publicités, les écoles, les mariages, les supermarchés. Am Israel Chai, c'est comme un hymne à la fraternité et l'éternité d'Israël. Alors connaissez-vous l'histoire de cette chanson ? Oui, je les connaissais. Bon, on va la raconter pour nos auditrices et auditeurs. Tout démarre en 1965. Shlomo Carlebach, rabbin et musicien, ouvre son courrier et il découvre la lettre de Michael Birenbaum, fondateur d'un mouvement d'étudiants aux États-Unis. Et le jeune homme aurait besoin d'un hymne pour faire pression sur le gouvernement américain afin de libérer les Juifs bloqués en Union soviétique depuis la Shoah. L'idée serait de disposer d'une chanson type slogan chantée par des Juifs américains aux abords du bâtiment de l'ONU. Le musicien rabbin se porte volontaire et compose en une nuit la mélodie qui deviendra Am Israel Chai. Un titre qui va connaître un succès incroyable en termes musical et aussi humain. Car oui, Am Israel Chai est aussi un chant associé à la libération des Juifs en Union soviétique pendant le rideau de fer. On comprend donc pourquoi aujourd'hui la chanson Am Israel Chai est aussi fédératrice. Et le point bonus, c'est en plus d'être un hymne fraternel et sioniste, c'est aussi une belle œuvre, à savoir que tous les bénéfices de la chanson sont reversés à l'association Daran qui fournit une aide psychologique gratuite et anonyme aux victimes de la guerre. Et c'est bien de le préciser, Annabelle Guiraud, parce que je pense que nombreux de nos auditeurs et d'entre nous pensaient que cette chanson avait été écrite par Eyal Golan pour les événements du 7 octobre. Donc voilà, merci pour la précision. Soledad, j'avais envie de revenir avec vous. On s'est dit 3 mots, notamment le mot juif ou juive. Je ne sais plus ce que vous avez dit en début d'émission. Quel est votre rapport alors avec ce mot ? Quel est mon rapport ? C'est compliqué de répondre à ça. Ça fait partie de mon identité, ça fait partie de ma culture, ça fait partie de mes habitudes. Depuis le 7 octobre, c'est un peu compliqué. Au début, ça a été très violent, très violent, mais comme beaucoup. Moi, je suis très admirative d'Arthur. Vraiment, je trouve que dès lors qu'on est... je ne suis pas médiatisée ni rien, mais dès lors qu'on travaille avec du public, c'est compliqué. Cette chanson dont vous parlez... je l'ai récemment et je la connaissais pas, la nouvelle version, et j'ai mon ami Benny Kogan qui est venu d'Israël. C'est un entraîneur de boxe thaï et il est venu avec Nelly Bloch qui est devenue championne du monde de boxe thaï, et c'est donc une amie, enfin elle moins que Benny, et on les a reçus pendant une semaine et j'ai vu cette femme de 28 ans s'entraîner avec une intention. C'est un moment très spécial. Ça se passait, j'ai oublié la salle, dans Paris, je sais plus comment s'appelait cette salle, et je l'ai vue s'entraîner pendant une semaine. Elle devait perdre du poids. Je l'ai vue s'entraîner, je l'ai vue prendre des bains dans ma baignoire pour transpirer. Et on la couvrait de serviettes, être proche de l'évanouissement. Je l'ai vue le jour du match. Elle a gagné. Il y avait Bob Sinclair, il y avait Michael Cohen, il y avait Benjamin Castaldi. Elle était là avec ses casquettes. Benny Kogan m'a dit « Fais-moi venir toutes les célébrités ». Et je suis allée voir Bob Sinclair, que je connais, tout ça. Je leur ai dit « Faites des photos avec Nelly ». Elle a pris des photos avec son Bring It Back Home, mon anglais. Et elle a distribué les casquettes. Et ce moment-là, ça a été incroyable parce que tout le monde a oublié. Ils étaient sidérés parce qu'elle a été exceptionnelle. Le lendemain, elle est venue à Shabbat à la maison. Je lui ai dit, mais à quoi tu penses avant de monter dans le ring ? Et elle m'a parlé de la visualisation. Elle m'a dit, quand j'arrive sur le ring, je suis tellement préparée que je ne sais pas si ça s'est déjà passé ou pas. Mais moi, j'ai gagné. Et ça a été, j'en ai des frissons. Ça m'émeut parce que de voir cette femme qui vient d'arriver d'Israël, qui s'entraîne et qui gagne, voilà, moi ça m'a beaucoup touchée. Elle est montée sur scène avec cette chanson. Ouais, il y a eu un combat, vous sentez un combat à tous les niveaux. Et pour nous tous, c'était fondamental qu'elle gagne. C'était important qu'elle gagne. Alors, pour répondre à votre question,
Moi, j'affiche pas le fait d'être juive, ça me regarde. Je peux afficher d'être propriétaire des Bains du Marais, d'être dans le casting, d'être maman, mais ça regarde personne. Et aujourd'hui, est-ce qu'il faut vraiment que ça me définisse ? Alors, j'ai commencé par le dire, parce que malheureusement, non, pas malheureusement. On est sur Radio J aussi, donc c'est particulier, il faut être franc. Non, mais... actuellement, ma fille, elle a commencé le Talmud Torah à 8 ans. J'avais pas pensé qu'elle le ferait si tôt. On a tous ce mouvement un peu comme ça. Je pensais pas qu'elle irait si tôt. Pour nous, ça a été important qu'elle y aille. Voilà, c'est un moment particulier. On va poursuivre avec une lecture, avec un ouvrage qui pourrait vous plaire éventuellement. Ça s'appelle Heureux les fêlés car il laisse passer la lumière. On a trouvé ce titre assez rigolo. Oui, Heureux les fêlés car il laisse passer la lumière de Raphaël Giordano. Alors, je me suis dit que ce livre devrait bien vous plaire. Vous qui avez lu et relu L'Alchimiste de Paulo Coelho, le dernier livre de Raphaël Giordano devrait vous plaire, vous qui êtes coach certifié. De quoi peut bien parler ce livre ? Eh bien, Heureux les fêlés car il laisse passer la lumière, un titre qui ressemble fortement à une citation de Michel Audiard. Avec cette autrice, l'histoire commence dès le titre. Dans cet ouvrage, Raphaël Giordano tire les fils de notre fêlure pour mieux nous amener à comprendre d'où la lumière peut venir. Pour nous y aider, on a Henriette, le personnage central, une jeune architecte d'intérieur, pleine de talent, hypersensible, emplie de peur et de croyances qui lui pourrissent la vie. À travers l'expérience d'Henriette, on réalise alors que les peurs sont limitantes, amplifiées par le regard des autres, que l'on imagine souvent plein de jugements. Au fil des pages, on comprend que l'hypersensibilité peut se transformer en allié et que la peur, une limite limitante, gangrénée par des croyances irrationnelles, peut nous autopourrir notre confiance en nous. Heureux les fêlés car il laisse passer la lumière de Raphaël Giordano, un livre d'utilité publique aux éditions Récumier. Et puis on termine cette chronique avec un film que vous avez adoré qui s'intitule Le Cercle des Neiges, dont on va parler dans un instant, juste après la publicité. Vous restez encore avec nous sur Radio G. Dans un instant, notre coup de cœur du jour, notre experte Sandy Boulanger, l'introspection. Et puis bien sûr, vous restez avec nous tout de suite, c'est le journal de l'info. Un message d'Israël Tzedaka by Kalita. Depuis le 7 octobre, Israël est en guerre. Des milliers de morts et de blessés, des orphelins, des veuves. Israël Tzedaka by Kalita, depuis le 7 octobre, a pris en charge 3292 familles, dont plus de 6000 enfants, ainsi que de nombreuses familles francophones déplacées du sud et du nord du pays. Face à ces nouveaux défis, Israël Tzedaka by Kalita, la seule association qui œuvre spécifiquement pour des Israéliens francophones, devra continuer à répondre dans l'urgence et sur la durée grâce à plus de 800 bénévoles et avec votre aide. Jeudi 14 mars, grande journée de collecte sur Radio J au bénéfice du fonds d'urgence pour des familles des Olim francophones en difficulté. Israël Tzedaka by Kalita, 01 77 38 49 34 et israël-tzedaka-by-kalita.org.il. Serfa en retour. Israël Tzedaka by Kalita, la solidarité en action. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etani Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Au 152e jour de guerre contre le Hamas, un sexagénaire a été poignardé à Jérusalem en début d'après-midi. Une attaque qui s'est déroulée dans le nord-est de la capitale israélienne, dans la rue de Neve Yaakov. La victime, qui est dans un état modéré d'après le Magen David Adom, a été transportée à l'hôpital Hadassah. L'agresseur, un Palestinien de 14 ans, a été arrêté par les forces israéliennes. La police enquête sur les circonstances de l'agression. La Knesset a rejeté le projet de loi de conscription des communautés Haredi et arabes. Un texte rejeté en lecture préliminaire par 36 voix contre 61. Le projet de loi proposé par Avigdor Lieberman, président d'Israël Beitenu, aurait exigé que tous les jeunes de 18 ans
y compris les juifs, les musulmans, les chrétiens et les druzes, s'enrôlent dans l'armée ou effectuent un service civique alternatif sous peine de sanctions juridiques. Sans la prolongation de la résolution gouvernementale de juin 2023 qui permettait à l'exécutif de ne pas recruter d'ultra-orthodoxes, le temps qu'une solution soit formulée, l'État se verra dans l'obligation de les enrôler à partir du 1er avril prochain. La commission d'enquête sur la bousculade de Meron a rendu ses conclusions 3 ans après les faits et elle met en cause Binyamin Netanyahou et d'anciens ministres israéliens. Pascal Sunshine. La commission a établi la responsabilité personnelle de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Sécurité intérieure au moment des faits, Amir Ohana, qui est aujourd'hui le président de la Knesset, le ministre des cultes de l'époque, Yaakov Avitan, le directeur de l'administration des lieux saints, qui va d'ailleurs remettre sa démission, le commandant de la police nationale, Kobi Shabtai, dont la commission a recommandé la révocation, mais seulement, évidemment, quand la situation sécuritaire le permettra. La commission d'enquête a également établi la responsabilité personnelle de Benjamin Netanyahou, encore chef du gouvernement lors de la catastrophe de Meron, une catastrophe prévisible et qui aurait pu et dû être empêchée, ont conclu les auteurs du rapport. Pour rappel, 45 personnes avaient perdu la vie le 30 avril 2021 dans une cohue sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai sur le mont Meron dans le nord d'Israël lors des célébrations annuelles de Lag BaOmer où 100 000 fidèles s'étaient réunis pour prier. Antisémitisme en France, un homme a été interpellé pour avoir agressé un juif qui portait une kippa en sortant d'une synagogue du 20e arrondissement vendredi dernier. Le suspect arrêté ce matin est déjà connu pour d'autres actes antisémites. Maître Corinne Sarfati, avocate de la victime, s'est dite soulagée de cette arrestation et a confié que son client n'éprouvait pas de sentiment de vengeance alors qu'il est toujours dans un état physique et psychologique extrêmement grave. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a défendu son plan d'économie de 10 milliards d'euros devant la commission des finances du Parlement. Première étape alors que la croissance diminue, que les rentrées fiscales sont en baisse et que le déficit public va encore gonfler. On l'écoute. La France est accro depuis un demi-siècle à la dépense publique. Elle ne la maîtrise pas, elle la subit. Et elle puise dans ses réserves vitales, les entreprises, le travail, la croissance, pour financer son addiction à la dépense publique. Avec une part des dépenses publiques dans le PIB s'élevant à 57%, sommes-nous plus heureux collectivement qu'avec 40% en 1974 ? La dépense publique risque maintenant de devenir notre problème à tous. Le ministre de l'économie devant l'Assemblée cet après-midi, il a promis qu'il n'augmenterait jamais les impôts, déjà les plus élevés de toute l'Union européenne. Fin de citation. Alors que les Jeux Olympiques approchent, le préfet de police de Paris s'est voulu rassurant quant aux défis sécuritaires posés par l'événement. Laurent Nunez a affirmé que la sécurisation de la compétition était un défi, mais que les pouvoirs publics allaient le relever. Laurent Nunez qui a indiqué que la plupart des ponts du centre de la capitale seraient réquisitionnés pour des installations liées à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques du 1er au 15 juillet prochain. Prévoyez donc des alternatives pour circuler dans la capitale. Et merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission juste après la pause avec mes invités sur Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Un message d'Israël Tzedaka by Kalita. Depuis le 7 octobre, Israël est en guerre. Des milliers de morts et de blessés, des orphelins, des veuves. Israël Tzedaka by Kalita, depuis le 7 octobre, a pris en charge 3292 familles, dont plus de 6000 enfants, ainsi que de nombreuses familles francophones déplacées du sud et du nord du pays. Face à ces nouveaux défis, Israël Tzedaka by Kalita, la seule association qui œuvre spécifiquement pour des Israéliens francophones, devra continuer à répondre dans l'urgence et sur la durée grâce à plus de 800 bénévoles et avec votre aide.
Jeudi 14 mars, grande journée de collecte sur Radio J au bénéfice du fonds d'urgence pour des familles des Olim francophones en difficulté. Israël Tzedaka by Kalita 01 77 38 49 34 et Israël-by-kalita.org.il. Serfa en retour. Israël Tzedaka by Kalita, la solidarité en action. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J avec mon invité aujourd'hui, Soledad Franco, fondatrice de casting.fr pour ses conférences Les Inspirés et les Mardis Inspirés qu'elle développe à Paris. Et puis on va terminer une chronique qu'on a commencé tout à l'heure. On termine avec un film que vous avez adoré, Soledad Franco, qui s'intitule Le Cercle des Neiges, Annabelle. Oui, Le Cercle des Neiges, un film hispano-américain sorti en 2023. Un scénario inspiré tout droit des événements liés au crash d'un avion uruguayen en 1972 et du livre La Sociedad de la Nieve de Pablo Bierci. Je vous fais le speech rapidement. En octobre 1972, le vol de la Fuerza Aérea Uruguaya 571 transporte une équipe de rugby uruguayenne au Chili. Hélas, l'appareil s'écrase dans la cordillère des Andes. Parmi les 45 passagers, seuls 29 vont survivre à l'accident. Piégés dans l'un des environnements les plus hostiles et inaccessibles de la planète, ils doivent prendre des mesures extrêmes pour assurer leur survie. Extrême. Quand on n'a plus de vêtements et qu'on est transit froid. On n'arrivera pas au sommet ce soir. Quand on n'a plus rien à manger et qu'on agonise. Si on mange pas, on va mourir. Manger quoi? Moi, je vais pas rester ici. Une histoire singulière qui s'est passée dans votre pays natal. Alors, hormis cela, quelles sont les valeurs du film qui ont fait écho en vous ? Le dépassement de soi, encore une fois, et la capacité que l'homme a de se dépasser et de relever tous les défis. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'ils ont vécu. Ils sont restés dans la cordillère des Andes, pas du tout équipés. Et je crois qu'ils étaient seulement 16 survivants, non ? Enfin, en tout cas, 29. Ils étaient 45. Après, il y avait peut-être des morts. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'ils ont vécu. 29 survivent. 29 survivants. Et ils ont marché pour finalement... Bon, et après, il y a cette anecdote terrible où ils ont fini par, on le dit, manger les morts. Bon, mais ça doit être incroyable comme film. c'est une histoire vraie. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'ils sont devenus Bien sûr. après. Il y a un cardiologue spécialisé dans la périnatalité. Il y en a un, il est devenu coach, mentor et il fait des conférences. Amandine Bourgeois se met la tête... Non mais... Vivre un crash, être dans la cordillère des Andes, vivre des avalanches, avoir moins 20, moins 30 degrés, être uruguayen, donc être habitué à la chaleur, et finalement survivre à ça. Incroyable. Le dépassement, la visualisation, et quand vous les entendez, comment ils racontent, ils voulaient vivre, aimer la vie tellement qu'ils ont vécu et survécu. Moi, ça me fait tellement, ça vibre en moi, parce que nous avons tous cette capacité. C'est ce que j'essaye de transcender dans mon quotidien, que ce soit dans le bien-être ou que ce soit pour ces artistes qui m'accompagnent, que j'accompagne. Voilà, aimer la vie et se dépasser, c'est mon truc. Et donc il faut découvrir ce film qui s'intitule Le Cercle des Neiges, un film à retrouver sur Netflix. Merci beaucoup Annabelle Guiraud. Merci à vous. À la semaine prochaine sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Et on poursuit cette émission avec une séquence Soledad Franco, une séquence que j'aime particulièrement, et je vais démarrer avec une citation d'Oscar Wilde qui a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. Essayons, si vous le voulez bien, de faire ça maintenant pour nous aider encore à mieux vous connaître avec ces 10 questions. La première est celle-ci. Soledad Franco, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Je pense que j'aurais persévéré dans le milieu artistique. J'y serais allée beaucoup plus, ouais. Deuxième question. Quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ? De s'aimer soi-même. Quel a été le plus bel âge et pourquoi ? 17 ans. Parce que je suis devenue une jeune femme et j'ai découvert le monde. Y a-t-il eu une erreur que vous avez résolue ?
Une erreur que j'ai résolue, un conflit avec mon papa, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez faire, mais que vous ne faites pas ? Qu'est-ce que j'aimerais faire et que je ne fais pas ? Ah, c'est trop intime, Cyrielle, je peux pas. Une chose vécue cette année, on va dire de 2023 à nos jours, et dont vous vous souviendrez toute votre vie. Ce dernier voyage en Uruguay. Si je vous parle d'amour, comment cela résonne ? L'amour pour mes enfants. La maternité a été pour moi l'apprentissage de l'amour. Je crois qu'ils m'ont appris, m'ont obligé à m'aimer moi-même. Jusqu'à maintenant, je pense que je m'aimais pas beaucoup. Si vous pouviez changer une chose, soit sur votre corps ou bien sur votre personnalité, ce serait quoi ? Sur ma personnalité, l'hypersensibilité. Si vous étiez présidente de la République, votre première mesure ? Oh waouh. La première mesure, alors la première chose spontanément, c'est la protection infantile. Je mettrai des mesures drastiques dans les écoles et je te ficherai tout le monde et je contrôlerai beaucoup plus. Mais je suis pas du tout politique et il y a d'autres choses beaucoup plus importantes, environnementales, etc. Mais encore une fois, je pense que les enfants, c'est le monde de demain et que on ne considère pas suffisamment. Ma fille est à l'école publique, il n'y a plus de moyens, par exemple. C'est dramatique. On est en France, il n'y a plus de moyens. Les écoles ferment. Bon, mais c'est un autre sujet. En tout cas, je pense que je changerai la scolarité et l'attention aux enfants et la sécurité des enfants. Pour terminer, Soledad Franco, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Que je suis une personne qui partage et qui permet aux gens d'éveiller, de booster leur volonté, et que je leur permets de s'aimer soi-même et de se lancer avec audace. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Amandine Bourgeois. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Alors votre nom, il résonne forcément. Vous êtes une des plus belles voix françaises, une bête de scène gagnante de la Nouvelle Star, représentante de la France à l'Eurovision avec ce titre L'Enfer et moi. Et vous venez de sortir votre nouvel album Meuf. Mais attention, qu'on ne s'y trompe pas, 1001 femmes à paraître ce vendredi. On écoute le single Le Temps qui passe et on revient avec vous sur Radio J. Y'a trop de bordel sur mon étoile. Toutes ces années que je la trimballe. Je veux faire une pause, oh je veux faire une pause. J'ai peur de rien, moi. Ah, l'amour, je m'en fous. Bah, j'ai peur de rien, moi. Non, mais pas du temps qui passe. Non, pas du temps qui passe. J'entends des chiens, des hurlements, des vitres qui se brisent, le bruit d'un avion sur mon jardin suspendu. Les pieds dans la terre, je suis nu, déraciné, je ne veux pas tomber. Tout autour nos amis assommés, et moi seul au milieu de la pluie. Ton regard qui s'envole comme un cri. Puis je deviens sourd mais je ne veux pas tomber. Je ne vois plus rien, je ne sais même pas quitter. Si t'es parti ou bien encore ici, j'aimerais aimer plus fort qu'un incendie. Y'a trop de bordel sur mon étoile. Toutes ces années que je la trimballe. Je veux faire une pause, oh je veux faire une pause. J'ai peur de rien, moi. Ah, l'amour, je m'en fous. Bah, j'ai peur de rien, moi. Non. Alors on découvre le temps qui passe et comme le temps passe justement, on est obligé de reprendre un petit peu plus tôt et je vois cette fusion entre vous deux puisqu'il s'avère que dans cette émission, bah voilà, c'est toujours comme ça. Vous vous connaissez, Soledad et Amandine. Et oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous êtes rencontrés ? Il y a très longtemps, j'avais fait la promo d'un de ses titres, c'est ça Amandine ? C'était l'album Au masculin et on avait fait
une vidéo promotionnelle. Voilà, et Soledad m'avait invitée dans un lieu magnifique, majestueux, et elle m'avait vraiment mise en avant et posé plein de questions, fait une belle interview autour de cet album. C'était un moment dont je me souviens, un moment chaleureux, puis elle m'avait insufflé plein de positivité et de confiance en moi. À ce moment-là, j'en avais besoin. Vous voyez, on n'a pas menti dans cette émission. Alors, vous avez enregistré 4 albums, 20 mètres carrés, Sans amour, mon amour, au masculin et Omnia. Vous êtes produit dans le monde entier, il faut le dire, Amandine Bourgeois. Il y a eu la Chine, à Tahiti, on embrasse Maréva Galanter, par Londres. Vous avez collaboré avec énormément d'artistes en parallèle de tout cela. Vous avez même accompagné Johnny Hallyday en tournée ou encore Thomas Dutronc. J'ai bien travaillé, vous avez vu. Et 15 ans après votre premier disque d'or, 20 mètres carrés, vous êtes toujours avec nous, avec ce nouvel album, Meuf, mais encore une fois, on ne s'y trompe pas, c'est 1001 femmes. C'est 1001 femmes. Meuf, en fait, c'est les premières lettres. Mais je trouve ça génial de jouer justement sur les mots comme ça. De quoi parle cet album ? De femmes, justement, d'histoire. En fait, chaque chanson parle de l'histoire ou de l'émotion d'une femme. C'est vraiment un album qui met à l'honneur la diversité féminine dans toute sa splendeur. Et donc, avec évidemment mon ressenti et mes émotions à moi, mais voilà, j'ai imaginé toutes ces histoires. Vous avez tout fait sur cet album, je crois savoir. Productrice, réalisatrice, compositrice, parolière. Vous êtes vraiment à 100% dessus. J'ai très envie qu'on écoute mon titre préféré. Je crois que je suis pas la seule, Nagui est d'accord avec moi, puisque vous serez bientôt dans Taratata, meilleure émission de France. Un jour, on l'écoute, et tout de suite sur Radio J. Lumière, miroir, mon roi, c'est toi. Je suis dans le noir, tu ne vois que toi. Peut-être un jour la nuit, jamais là. Le jour m'en dira. La pluie s'en ira. Un jour tu verras. J'ai beau me dire qu'il est trop tard. Je veux partir. Bon, alors je pense que c'est indiscutable, ce titre-là, dansant, il nous entraîne, il nous embarque. Disco funk, voilà. Alors on connaît mes goûts artistiques sur Radio J, donc je vais pas le répéter. Il faut dire aussi, Amandine Bourgeois, qu'on vous a connu dans des formats beaucoup plus formatés, on va dire ça comme ça, plus commerciaux ou un peu moins. En tout cas, aujourd'hui, vous avez décidé dans cet album de cumuler toute la diversité de vos origines diverses et variées. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, c'est-à-dire que j'ai voulu vraiment exprimer ma liberté artistique et donc pas m'enfermer dans un seul style. Et quand je dis que je mets à l'honneur la diversité féminine, je me sers aussi de la diversité musicale et je vais piocher dans plein d'influences, des influences latines dans Je veux rêver par exemple ou Ami à mort, des influences plus pop-rock dans Le temps qui passe qu'on a entendu. Il y a même des influences tziganes dans Bon courage madame. Un peu plus dance dans Bonne Maman. Enfin voilà, je me suis vraiment amusée avec tous les codes de la world music et des musiques actuelles aussi pour cet album. Et des influences dans lesquelles vous avez grandi, parce qu'il y a un beau papa, il y a un papa, il y a une maman avec des origines, avec un arrière-grand-père antillais, un beau-père bassiste d'origine sicilienne né en Tunisie. Alors c'est dire s'il y a des origines de partout. Il y a un titre qui est Bonne Maman, c'est ça, que j'ai écouté en tout cas. Et ça m'a fait sourire parce qu'il y a une jaquette, alors je ne sais pas si c'est la pochette de l'album. Oui, voilà, vous avez je suis enceinte. Voilà, vous êtes enceinte. Donc il y a eu une surprise en préparatif de cet album qui s'est installée. Voilà, c'était pas du tout prévu, mais bon, c'était une belle surprise. Je suis tombée enceinte pendant l'enregistrement de mon album. Donc j'ai enregistré les voix. J'étais
enceinte de mon fils. Et donc ça nourrit ce titre-là, j'imagine. Évidemment que oui, de toute façon, les hormones, tout a bougé en moi et ça a automatiquement insufflé une autre énergie dans mes interprétations. On va écouter Je veux rêver parce qu'aujourd'hui on a compris qu'il faut continuer à rêver sur l'antenne de Radio J et à y aller, comme on dit. Pendant que nous sommes en train de parler, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Amandine Bourgeois? On a très envie de vous voir bientôt sur scène. Est-ce qu'il y a une scène prochainement? Est-ce qu'il y a un coup de pouce à faire? C'est vous qui nous dites parce que là c'est votre moment. On vous retrouve sur les réseaux, Amandine Bourgeois, j'imagine que voilà, Insta, Facebook. Alors n'hésitez pas à me suivre, Amandine Bourgeois off, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok aussi. Voilà, on se met partout. Vous avez évidemment. Raison. Et du coup, il y a un concert le 28 mars. Le 28 mars au Bikini. Le 1er juin, Marcel Festoche à Illier-Combré. Le 22 juin, on sera en Suisse, sur l'île d'Ogoz. Et le 17 juillet, pas très loin d'Angoulême, Chant & Show à Champniers. Et d'autres dates à venir que je vais communiquer sur les réseaux sociaux. Une boule noire à la rentrée aussi. Ah, donc, ça c'est génial. N'hésitez pas. On est en train de me dire à l'oreille, mais le Bikini, c'est extraordinaire. C'est une super salle. Donc voilà, c'est dit. Je ne la connais pas, mais il paraît que c'est extraordinaire et je crois totalement au goût artistique et au choix de notre ami de Toulouse, réalisateur Benjamin Arnault. Merci beaucoup. On écoute la chanson jusqu'à la fin. Merci beaucoup d'être venue nous voir, Amandine Bourgeois, et à très vite, j'en suis certaine. Merci à vous. Merci. Et dans mon cœur, y a que des fleurs, beaucoup de couleurs qui font honneur. Ma langue un peu salée va te toucher. Si tu savais ce que je te ferais. Rêver, je veux rêver. Je veux rêver. Je veux rêver. Et tout de suite, c'est le portrait sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Soledad Franco, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Si vous vous souvenez de la toute première émission, cela n'a pas changé. On a gardé l'ADN et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Sandy Boulanger. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle, bonjour Soledad, bonjour Amandine. Alors effectivement, comme toujours chez Cyrielle, le coup de cœur est très assorti à l'invité. Moi j'ai envie de commencer par ça aussi, ce que vous nous offrez toutes les deux dans vos sourires de femmes libérées. Ça c'est un vrai cadeau, donc je vous en remercie et vous nous communiquez aujourd'hui encore cette passion et cette énergie d'être femme à notre époque et par tout ce que ça peut engendrer et tous les passages que ça nous demande de traverser. Donc merci beaucoup. Alors Soledad, vous avez commencé cette émission par 3 mots pour vous décrire, femme, uruguayenne et juive. Eh bien, on vous a bien retrouvé tout au long de cette émission. On commence par l'enfance que vous dites avoir été belle entre la France et l'Uruguay, un peu déracinée, un peu enveloppée de sentiments de solitude et puis élevée par votre mère seule, Soledad. Parce que Soledad, les gens pensent que ça veut dire soleil, mais ça veut dire solitude. Solitude d'abord, c'est le point de départ. Mais c'est le théâtre qui va vous permettre de trouver votre place, jeune, pour sortir d'Ivry-sur-Seine et d'une mère audacieuse et un peu impressionnante. Alors la chance, c'est une notion qui revient souvent dans tout ce que vous nous avez partagé. Et vous avez été repéré à 13 ans dans la rue, vous avez tourné avec des grandes stars. Et puis cette chance est quand même issue de ce syndrome de l'imposteur que vous aviez longtemps conservé comme lourd manteau pénible et poussiéreux. Et puis finalement, derrière chance et malheureusement, vous avez à un certain âge, mais en étant toujours intuitive et connectée, rencontré votre mari. Cet homme qui vous a permis, vous toute seule comme une grande, d'enlever ce manteau d'imposteur et de pouvoir sortir et déployer vos ailes.
Alors, vous donnez des clés, vous nous avez partagé beaucoup, avec cette mission un peu de femme uruguayenne qui vous anime, semble-t-il, comme si c'était quelque chose qui vous dépassait, de plus grand que vous. Vous aimez créer du lien, d'attachement entre les tranches d'âge différentes, apprendre à se détendre, vivre le bien-être, des moments précieux à recevoir de l'amour et construire de l'estime de soi, c'est se relaxer. C'est ce que l'on dit de quelqu'un qui est gardé en captivité aussi. Donc c'est aussi se relaxer de nos propres prisons. Alors, des principes de vie simples pour se déconnecter du quotidien violent et ultra rapide de notre époque et se reconnecter à soi, son intuition et à la qualité de lien à l'autre. Vous êtes coach pour accompagner, vous avez dit au début, des femmes désœuvrées dans leur PMA, mais pas que. Et puis aussi dans vos autres activités, vous permettez de préserver la santé mentale et physique, d'outiller à la construction de l'estime de soi et vous soufflez la bienveillance dans une époque de stress, de peur et d'actualité vraiment difficile. Alors la simplicité et le mot simple, c'est quelque chose dont vous avez beaucoup parlé aussi aujourd'hui. Et on comprend bien que dans les traversées de vos tempêtes, dans les fils de vos dédales, eh bien vous avez intégré la simple réalité complexe de la vie. Et ça, c'est pas une initiation à la nigdouille, Bah non. Vous ressentez la nature, vous parlez de l'humanité. Moi, j'entends aussi beaucoup l'humilité. Alors vous débordez d'énergie, de créativité et d'amour, Soledad, bien sûr, mais un peu comme une revanche sur votre prénom, forcément, parce que vous êtes solaire, vous fédérez, et on sent bien que même seul, vous ne l'êtes pas, parce que vous êtes très très connecté et habité. Alors c'est pas simple d'aller plonger dans vos océans quand même d'amour intime et personnel, et peut-être un peu dans les traits de votre portrait aujourd'hui, parce que j'imagine que vous réservez et que vous préservez ces espaces-là à des gens très proches pour protéger surtout votre très belle, magnifique et étendue sensibilité, un peu comme une perle de culture, enfin un trésor quoi. Et puis aussi vous avez cette particularité dans votre perle de culture d'être mixte et variée. Alors merci de créer notamment ces mardis d'inspirer pour nous outiller à respirer, surtout l'expiration qui est la partie la plus difficile de la respiration parce que ça demande du lâcher-prise total, sincère, authentique, à votre image et à celle de votre chemin de vie de femme et de votre culture. Alors merci beaucoup. Merci à vous pour ce magnifique portrait, merci. Et merci à vous Sandy Boulanger, notre thérapeute que l'on retrouve tous les mercredis sur Radio J. On va y aller au mardi inspiré, on va appeler Nathalie Dedrieux, Annabelle Guiraud et on va y aller toutes les quatre. Je pense que c'est une très très bonne idée. Merci beaucoup Sandy Boulanger. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Soledad Franco, fondatrice de casting.fr, d'être venue nous voir pour ces conférences, les inspirés, les mardis inspirés que vous développez à Paris. Merci pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient. Merci à vous, parce qu'on est dans l'échange, on est dans la transmission, on est dans la bienveillance. Merci pour ce portrait. Merci à vous Cyrielle. Je suis très heureuse d'avoir revu Amandine. Merci à vous toutes et à bientôt. Merci beaucoup Soledad Franco. Merci à l'artiste Amandine Bourgeois d'être venue nous voir. Merci les meufs. D'avoir été mon coup de cœur pour ce nouvel album Meuf 1001 femmes, sorti vendredi pour la journée internationale des droits des femmes, une journée importante. Rendez-vous le 28 mars au Bikini à Toulouse. En attendant la boule noire à la rentrée, avec impatience, à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec quelqu'un que j'aime infiniment, Jean-Paul Antoven, pour son dernier livre Si le soleil s'en souvient. Voilà un rendez-vous coup de cœur comme tous les ans sur Radio J avec notre invité. À demain, belle journée à tous sur Radio J.